Bonjour à tous. Dimanche politique que nous sommes heureux de vous retrouver pour notre immanquable rendez-vous de décryptage de l'actualité de la semaine avec notre consultant politique ETélé. Agapit Napoléon Mafolican, bonjour. Bonjour Latifou, bonjour à tous nos téléspectateurs, bon dimanche à toutes et à tous. Merci pour cette présence de tous les dimanches, il faut le rappeler, vous êtes consultant médias et communication, expert en gouvernance et expert électoral par ailleurs. Donc, quoi de mieux pour aborder les questions politiques? Et la semaine a été tendue à Savès, semaine très éprouvante, difficile pour les agents de sécurité, aussi bien que pour les populations. Des violences, une fois encore, dans cette commune-là, avec à l'issue donc de cette tension-là, des victimes qui sont à regretter, 2 victimes notamment décédées, et puis des blessés, sans oublier de nombreux dégâts matériels. Première question, alors, est-ce que nous sommes là encore dans ce registre, si on veut, de violences liées au ressentiment ou au grincement politique? Nous sommes en tout cas dans un registre purement anti-civique. Anti-civique. Et dans ce genre de registre, il y a toujours des commanditaires qui sont en bas, tapis dans l'ombre, et il y a les exécutants qui exposent leur poitrine aux intempéries. Les 2 décédés, les 2 victimes, les 2 décès déplorés ont quand même une famille. On peut avoir une pensée pour leur famille, parce que c'est sûr que leur famille ne leur a rien demandé. C'est sans doute des dégénérés, sans doute des témoins, peut-être des, je ne sais pas quoi, des passants, je ne sais pas comment, mais les familles ne leur ont rien demandé. Donc une pensée déjà pour leur famille. Et je me invite pour ces populations qui se livrent sans le savoir à des batailles qui ne sont pas les leurs. Je pense que il est temps qu'on arrête. D'autant que notre État, la construction de l'État du Bénin, du Dahomey en 58-60, du Bénin depuis lors, c'est accompagné de ce type de violence. Souvent identitaire. C'est pas une première, vous voulez dire? C'est pas une première, c'est même récurrent. C'est récurrent et c'est tragique. Et ça commence pas à être agaçant. Pour un pays qui veut se développer, il est inadmissible que des intellectuels qui connaissent, comprennent, n'arrivent pas à arrêter à temps. Il est inadmissible que parce qu'on soupçonne un des leurs, ou bien parce qu'on a l'impression que le pouvoir n'est plus dans les mains des vôtres, qu'on puisse développer ce type d'acte incivique et qu'on emballe tout le monde. Il est inadmissible que lorsque des gens ont enfreint la loi ou sont présumés coupables et on lance contre une procédure, il est inadmissible que les populations soutiennent, sous prétexte que c'est un fils du terroir. Il est inadmissible que des intellectuels soutiennent, complices de ces genres de choses. Or, quand vous regardez le visage du pays, depuis, vous allez voir que la chute du premier gouvernement démocratique du pays, c'est-à-dire le gouvernement Maga, qui a proclamé l'indépendance, c'est pas une affaire d'assassinat de député. Vous parlez là des années 60. Un année d'assassinat. Un député soit victime, soit soupçonné. L'affaire Boïki. Donc, et là, il y a tous des gens pour soutenir. Et depuis lors, on peut vous citer des cas de cette situation de ce moment qui n'ont aucun contenu purement de développement. Ça veut, à part se plaindre du développement, ça veut c'était au cœur du pays, reçoivent peu ou prou de projets de développement. Aujourd'hui, le gouvernement a beaucoup de projets qui relient Savès, qui concernent Savès. Et c'est pas hier, on ne va pas parler de la décennie Yahi. Donc, il est inadmissible qu'au-delà de Savès, je n'ai pas envie de me cramponner sur une localité, mais pas du tout, qu'au-delà de Savès, je suis par ailleurs lié à la ville, mais je dis, il est inadmissible qu'au-delà de Savès, que les populations intelligentes comprennent
qu'aucun développement ne peut se faire dans l'anarchie, dans le défi à l'autorité, dans la sacralisation, dans la marginalisation des institutions nationales et dans le désordre encouragé. On ne peut pas encourager les actes de vandalisme. On ne peut pas encourager les pillages. On ne peut pas encourager les agressions contre les civils. On ne peut pas encourager les agressions contre les édifices publics. On ne peut pas encourager que des gens empêchent d'autres d'aller et de venir comme... Et on n'entend pas un certain nombre d'institutions qui devraient réagir. Ça fait près de 2 semaines maintenant. De personnalités aussi peut-être? Ni personnalité, ni organisation de la société civile. Rien. Rien. Mais c'est eux qui vont dire il y a 20 morts, il y a 3 morts. Oui. Comme je vous ai dit, un mort à une famille. Il faut déplorer toujours chaque mort. Les blessés graves, ils peuvent avoir des incidences sur leur vie, sur leur mouvement, leur mobilité, leur vie. Ça laisse des traces à vie. Il faut déplorer ça. Mais au même moment, doit-on laisser les gens s'en prendre à d'autres, aux édifices, bloquer les voies? Il y a quelque chose qui est dommage, je ne veux pas. Vous avez dit qu'il ne faut, et vous ne voulez pas du tout vous cramponner sur, on va dire, la ville, mais il y a quand même un élément qui réapparaît là, comme ailleurs, la question des chasseurs, finalement, parce que là, ils sont impliqués d'une manière ou d'une autre. C'est devenu un problème pour le Bénin, finalement? Non, ça ne doit pas être. Je dis tout ça, c'est l'intelligentsia, c'est les cadres, c'est les intellectuels. Il ne faut pas qu'on aille chercher ailleurs. C'est l'intelligentsia, c'est les cadres, c'est les intellectuels. Aucun chasseur ne sort de l'ombre seul. Aucun chasseur ne sort de l'ombre seul. Il y a toujours en bas ceux qui le poussent. Et c'est à ceux qui le poussent qu'il faut parler. Je pense qu'il faudrait que le gouvernement essaye. D'ailleurs, vous avez vu la ministre Ladécran qui est de la région, avec aujourd'hui un certain nombre d'intellectuels, même de politiques de la région, même ceux qui ne sont pas fichés proches du régime, essayent aujourd'hui finalement de juguler. Et vous allez voir, leur action impliquée va amener le calme. Leur action concertée va amener le calme, tout simplement parce que tant qu'ils seront ensemble pour parler de développement, pour parler localité, pour parler identité au nom du développement, pas identité sectaire, repli, non, pour parler identité au service du développement, pour parler développement, pour parler préservation de l'État, pour parler patriotisme et civique, vous allez voir qu'il n'y aura pas de chasseurs. Il n'y a pas un problème de chasseurs au Bénin, il n'y en a pas. Il n'y a pas un problème. Les chasseurs existent toujours, non. Les chasseurs ont toujours existé. Ça n'a jamais causé de problème. Enfin, le cortège de Boliaïa a été braqué une fois dans la région. C'était le cortège présidentiel qui avait été braqué. Un honorable, pour ne pas citer à l'époque, candidat Janaï, estimait que c'était un montage de toutes pièces. Et qui ne pensait pas, il ne pense pas qu'on puisse dans la région. Bon, ça c'est pour l'anecdote. Mais pour la réalité, je pense, et je le dis, qu'il n'existe pas un problème chasseur. Les chasseurs ont toujours existé. Les chasseurs font leur travail. Et puis, pour maintenant être plus neutre dans tout ça, élargir le cercle. Mais comment il peut y avoir un problème d'une corporation dans un État? Il ne peut pas en avoir. Il ne doit pas en avoir. Et il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le reste, c'est il faut qu'on monte des trucs d'artifice. Il faut que les intelligentsia, les intellectuels se réservent à accepter le jeu démocratique. Vous savez, le président Kérékou, quand il rechignait à ouvrir le pays encore à la démocratie libérale, il disait que depuis 1972, depuis 1914, depuis 1975, qu'il y a une stabilité démocratique dans le pays, tout simplement parce que tout le monde converge vers les mêmes objectifs. Et que la démocratie avait pour vocation à diviser et à faire naître des visées régionalistes. Beaucoup ont cru que c'était un prétexte, sans doute, peut-être. Lui-même, quand il a failli qu'il laisse le pouvoir,
on a connu des moments difficiles. Le second tour de l'élection présidentielle au nord, à Parakou, s'il y avait le WhatsApp, s'il y avait les réseaux sociaux, ça aurait pu dégénérer. 24 mars 91 à Parakou. 24 mars 91 à Parakou. C'était pas normal, c'était dramatique. Mais bien après, on a connu sur le mandat Soglo presque une tentative de scission du pays au nom d'un, je ne vais pas citer des noms, mais il y en a, ils sont là, ils m'écoutent, de créer la Tabor, la Takoraborgou. Un autre État. Oui, au nom de je ne sais quoi, parce que les quoi quitter le pouvoir. Donc, il y a toujours ces gens qui ont toutes ces idées scabreuses, absolument rétrogrades, sécessionnistes, pour des intérêts purement égoïstes. Et au nom de l'État, au nom de la paix, on finit par les lâcher. Il y a eu amnistie pour ces gens-là en 97, quand quelqu'un est revenu au pouvoir. Et puis c'est fini. On est passé. Mais dans ça, on a perdu un préfet. Un sous-préfet a disparu. Le sous-préfet Pamphile Ressou a disparu. En 93 ou en 94. En 94. En février 94. Lancement de la route Cotonou et Djougou Parakou. Ou Djougou Natengo. Lancement de la route Djougou Natengo. Le sous-préfet vient de Boukombe. Il n'y est plus retourné. Il n'y est plus retourné. Et on ne sait pas là où il est. Il a de la famille. Et combien de fois on parle de lui aujourd'hui? Qui parle encore de lui? Même de la situation d'ailleurs. Est-ce que justement le fait de faire silence autour de ces questions peut-être sensibles, on peut les considérer comme telles, fait le lit justement de la répétition dans le temps de ces situations? C'est le pardon qu'on accorde aux instigateurs de ces choses-là qui donnent le lit à cette situation-là. On ne doit pas, comme je vous ai dit, les populations analphabètes, les populations qui sont, c'est pas elles le problème, c'est l'intelligence, c'est les intellectuels. Je vous dis, c'est les intellectuels, c'est les cadres, c'est ceux qui sont la conscience de ces peuples-là. C'est eux qui essayent dans l'ombre de pousser. C'est les finances, c'est comme disait l'autre, le commanditaire, c'est eux. Les parrains, c'est eux. Les bailleurs, c'est eux. Donc, moi, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il faut faire vérité et réconciliation. Peut-être pas là, mais il faut faire rencontre de vérité. Surtout vérité. Il faut dire les choses, il faut qu'on arrête. Aucun peuple ne peut se dire supérieur à un autre. Aucune région ne peut dire supérieur à une autre. Aucune ethnie n'est supérieure à une autre. Tant qu'on se retrouve dans la République, elle a ses exigences, elle a ses valeurs, elle a ses règles, elle a ses principes. Mais elle ne peut pas supplanter une autre. Mais lorsqu'on ne peut pas, l'État ne peut pas succomber devant des visées identitaires, des vérités identitaires, soutenues par des intellectuels qui, par ailleurs, profitent de cet État-là. Il y a un problème. Il y a un problème. Pour normalement, l'État, normalement, dans certaines règles, comme on a fait la loi anticorruption, pour dire que le crime de corruption n'est pas imprescriptible. Normalement, ces appels à lorsqu'on soutenir ce type de réaction, d'action, doit être imprescriptible et les gens déclarés à jamais éligibles. Leur droit civique devrait être retiré à jamais. Parce qu'ils se mettent en dehors de l'identité républicaine. Ils préfèrent l'identité sectaire, si vous voulez. Merci. Ils préfèrent l'identité sectaire à l'identité républicaine. Et là, ce qui nous unit, c'est la République. Vous avez une région, je viens d'une région. Nous avons au moins le Bénin en commun. Et ce Bénin doit nous préoccuper, il me semble. Alors, si ce Bénin devient juste prétexte pour que chacun se replie chez soi, renvoie les pauvres populations inoffensives, mais ayant des besoins pressants, précaires par ailleurs, et mais en les envoyant pour des pécules, non, ça ne va pas. C'est là. Donc, on retrouve les pratiques qui nous ont fait errer de 60 à 112. Parce que qui de Maga, Akutia ou Manegbe, chacun avait derrière lui ce type de bande
Et chacun les activait quand ça lui plaisait. Pour faire pression. Pour faire pression, exactement. Chacun les activait quand ça lui plaisait. Et ça nous a conduit où? L'illustration, c'était les élections de 70. Les élections de février-mars 70. Où même le triumvirat militaire, Sizogan, Kouandété, Paul-Émile de Souza, le triumvirat militaire a pensé qu'il serait mieux d'organiser ces élections-là, zone par zone, région par région. Mais plein de sang, toi, terrible. Parce que il fallait activer la réaction et empêcher l'expression des suffrages ici et là. C'est ce type de réaction qui a conduit au régime présidentiel, comment on appelle déjà le truc à trois têtes. Le monstre à trois têtes. Oui, le conseil présidentiel. Le conseil. Donc, on ne peut pas continuer de s'accommoder, de continuer de s'accommoder de cette chose 50 ans après. C'est décevant. Monde village planétaire, relié par les forums de l'information, aujourd'hui avec les défis qui a à relever sur le plan du développement, de la santé publique, de le réchauffement climatique. Mais on ne peut pas s'extraire à tout ça pour régler les petits problèmes de chasseurs, de vanniers, de peintres, je sais pas. C'est une perte de temps et en même temps aussi des dégâts pour... Mais c'est que justement, c'est pas ceux-là qui sont en bas. C'est là le drame. Je vous dis, bon, si on va venir à des problèmes, on peut régler le problème. On dit, bon, il ne faut pas abattre le palmier à huile. Et je vais de lui montrer comment on peut retourner la chose, non? Le bonheur, lui, il n'a fait que ça depuis l'enfant, depuis, je sais pas, 100 ans, ses parents lui ont laissé léguer tout ça là. Vidéo vannier, bon, écoutez, il ne faut pas abattre les... Il faut changer de manière d'extraire. On peut faire des paniers, des étagères avec d'autres matières. Et de le lui montrer. Les chasseurs n'ont pas un problème. Et il n'y a pas un problème de chasseurs au Bénin. Du tout. Les chasseurs n'ont pas de problème. Et il n'y a pas de problème de chasseurs. Il y a des problèmes des gens hors de la République. Il y a des individus qui se mettent en dehors de la loi. Il y a des individus qui pensent que leur avenir, c'est de détenir ces populations à besoins précaires, la plupart analphabètes, pour assouvir leur dessein identitaire, leur dessein purement de possession de pouvoir. Et c'est eux qui sont à la cause, c'est eux qu'il faut détecter et sanctionner à jamais. Il y a tout de même une question, l'armée, peut-être les forces de sécurité de façon générale, n'ont-elles souvent pas aussi laissé, on va dire, assez faire? Le dimanche 28 avril, j'ai eu le coup de fil d'un ami, un frère, qui était une autorité, mais qui était surpris de la passivité, c'est son mot, ainsi que je cite, de la passivité de la police républicaine à Parakou, ce dimanche 28 avril. Il était presque aux larmes. Scandalisé par... Scandalisé. Il vient de brûler la maison de l'honorable Adam Bagoudou. Brûler ses véhicules. Sans réaction. L'ami, une autorité, a tellement dit, mais il a peur, c'est pas normal. Et le soir de la même journée, j'ai compris, parce que nous avions des équipes sur le terrain là-bas. S'ils étaient intervenus, ça aurait été le carnage. Mais bien pire, ce jour-là, il y a eu des mêmes manifestations à Tchaourou, à Savet, à Banter, par localité, je veux dire. Et des gens annonçaient déjà des morts, alors qu'il n'y en avait pas. Sur tous ces endroits où il y a eu des on a déjà annoncé 2 à 3 morts, même à l'international, alors qu'il n'y en avait pas eu. Alors, j'ai compris peut-être que la police avait des informations. Mais que ceux qui ont annoncé les morts n'ont pas cru réactualiser leur méthode. Parce que sur le terrain, la police n'a pas... Ils ne s'attendaient pas à ce que la police réagisse. Exactement.
Et donc, ils ont commencé par annoncer mécaniquement 2-3 mois. Il a fallu, mais je l'ai déjà trouvé ça tellement, l'équipe de l'Union africaine était tellement malheureuse quand elle est tombée dedans. Et quand elle attaquait pauvrement les médias, que c'est les médias qui ont annoncé. Ils disaient quand même, vous envoyer sur le terrain pour faire de l'observation. Et au lieu d'aller sur le terrain, vous dites que les médias. Et les médias, vous savez qu'il faut confirmer qu'une telle mission de telle hauteur, que sa mission consiste à confirmer, à confronter les informations reçues. Face aux informations de certains médias, tu peux se référer aux observateurs. Bien sûr, mais comme je vous disais, les gens étaient en mission. La plupart étaient en mission, étaient dans un schéma ils déroulaient un dispositif. Il fallait montrer que ça ne va pas. Ça n'allait pas. Il y a eu des morts au Bénin. Vous suivez le pays en France actuellement? Il me semble qu'il y a un journaliste interpellé, non? Sur les questions des gilets jaunes, des manifestations. Bien, enfin, je ne suis pas en train de demander qu'on interpelle. Mais la loi, c'est la loi. L'ordre public, c'est l'ordre public. L'État prime sur tout. Même les droits humains existent. Mais je veux que le droit de l'État, c'est le droit de la collectivité. Donc, entre l'individu et la collectivité, l'État protège la collectivité. Parce que dans la collectivité, il y a plusieurs individus. S'il faut sacrifier un pour sauver deux, c'est là que logique. S'il faut sacrifier un pour en sauver deux ou plus. Pour sauver deux, c'est pas normal? Non. Absolument. Mais au même moment, quand il faut sacrifier un, l'État déplace un moyen pour sacrifier l'un là, tant qu'il prend certaines dispositions. Parfois des otages, l'État prend des risques pour libérer certains otages. Mais en les libérant, parfois, il y a des pertes en vie humaine. Parfois 2, 3. Donc parfois on sacrifie 3 pour libérer un. Pas de gaieté de cœur, mais bon. C'est le principe. Mais de manière générale, organisée, quand le péril est clair, la collectivité prime sur l'individu. Clair. Donc, quand on dit l'État, c'est qui l'État? L'État, il y a une définition technique de l'État, il y a une définition politique de l'État, une définition logique de l'État. Mais l'État, c'est pas ça, troisièmement, l'État béninois. Mais l'État béninois, c'est pas nous non plus. C'est pas que nous. Non. Et puis nous prisonnièrement, on n'est pas l'État. Mais nous concourons, parce que nous sommes une population sur le territoire de l'État. Donc, on doit analyser ces choses. Les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité ont été extrêmement professionnelles durant toute cette période. C'est dommage qu'on... Et c'est là c'est le côté pervers de la chose. S'ils interviennent, il y aura des morts. On va récupérer. Les gens vont récupérer. Et puis, laissons même la récupération. Mais il y a quand même beaucoup de morts. Tout à fait. Ils ont de la famille. Parce que là, il faut le rappeler. Et parfois des victimes innocentes. Tout à fait. Donc, oui. Il faut le rappeler, pour 2 morts, il faut quand même déplorer que, voilà, on dénomme 6 blessés, dont des forces de l'ordre. Ça voudra dire qu'il y a eu, on va dire, des choses sur lesquelles ils n'ont pas répliqué comme il se devait. C'est ça que j'ai dit. Ils devraient réagir le dimanche 8, ça aurait dégénéré. Et c'est ce que beaucoup attendaient. Donc, ils n'ont pas eu ça, mais ils n'ont pas eu le temps de mettre leur disque en place. Ils n'ont pas reformaté leur disque. Et donc, du coup, ils ont commencé à annoncer mécaniquement des morts. Ils ont été pris à leur propre piège. Aucune mission extérieure n'a rien vu. Parce qu'il n'y en a pas eu. Le 28, il n'y en a pas eu. Le 1er 2 mai, à Cotonou, les événements qui sont passés, et à cause de laquelle le chef d'État a intervenu lors de son intervention, enfin, lors de l'interview à RFI et à France 24, a été clair dans les conditions dans lesquelles l'armée était. Les forces de sécurité ont été obligées, les défenses ont été obligées d'intervenir. Donc, on ne peut pas non plus laisser les gens saccager, piller, brûler, violenter d'autres et dire au nom des droits de l'homme, on ne réagit pas. La France a interpellé lors des manifestations de Gilets jaunes. La France a une terre de démocratie. C'est pas... les gens ne vont pas marcher pour les interpeller. Mais l'État, ça fait partie des choses normales de l'activité régalienne de l'État. D'accès à la sécurité des personnes et des biens.
Donc, ce qui se passe chez nous, c'est qu'on veut manipuler les choses. Je pense qu'il faut simplement demander que l'État soit ferme par rapport aux instigateurs, aux commanditaires. Parce que c'est ça seul qui peut mettre fin. Sinon, les forces de l'ordre, s'ils doivent intervenir, il y aurait eu saccage, il y aurait eu beaucoup de morts. Et on aurait dit, voilà, on est en train de tuer au Bénin. On tue au Bénin. Bon, que des gens sont allés jusqu'à faire des insinuations malheureuses et malencontreuses par rapport à ce qui s'est passé au camp de la Pandjari. Tout à fait. C'est des insinuations grossières. Donc, il cherchait tous les prétextes pour montrer que le gouvernement a failli. Pour noircir le bord, si vous voulez. Et il y en a qui sont vraiment, même pas des moindres, on fait le tour de la sous-région pour livrer le pays. C'est malheureux. Espérer, pour finir avec ce pan de notre entretien, espérer donc que les contacts et les descentes du ministre Ladécan et de tous ceux qui l'accompagnent, donc, on va dire, ouvrent les yeux à ceux qui sont utilisés. Espérons que les intellectuels, les cadres, les sachants, ceux qui ont les notables et autres de Savaie fassent d'abord entendre raison eux-mêmes. Parce que en fait, c'est là le problème. Si ils entendent raison, les autres, les chasseurs ne sont pas un problème. Comme je vous l'ai dit, les chasseurs ne sont pas un problème. Et il n'y a pas un problème chasseur. Il y a un problème d'intello, il y a un problème d'égo, il y a un problème d'indiscipline civique, il y a un problème de rapport au pouvoir. De rapport au pouvoir, exactement. Donc, il ne faut pas qu'on se leurre. C'est bien, il faut saluer enfin ce qui est fait. À ce niveau-là, la concertation entre les différents camps politiques de l'endroit. Veiller à ce qui est pour ces rédaction. Mais moi, mon appel, je pense que le procureur a bien fait de sortir la dernière fois et de donner les précisions. S'il n'avait pas donné les précisions, les gens auraient exploité ça à des fins politiques. Je pense qu'il va falloir être ferme. Il y a eu d'amnistie la dernière fois. Il faut qu'on ait d'amnistie en amnistie. Il va falloir être ferme et sanctionner comme il se doit les instigateurs et renforcer la loi par rapport à ces gens de pratiques obscènes. Voilà. Donc, espérons que le calme gagne dans les régions, parce que comme je dis, les populations n'aspirent qu'à la paix. Nos populations à la base n'aspirent qu'à la paix. Il n'y a aucun problème. Les problèmes, c'est les intellectuels qui les font venir et qui les créent, qui créent le désordre, qui après touchent la population, qu'on livre, comme je dis, comme des obus. Un peu comme des comment on appelle ça? Chair à canon, si vous voulez. Oui, en fait, des chair à canon. Alors, en cours de semaine et même avant le début de la semaine, on l'a vu sur le terrain, le chef de l'État qui a fait des descentes pour superviser, si vous voulez, ou si vous préférez, constater l'évolution d'un certain nombre de chantiers ici à Akpakpa, à Cotonou, au niveau donc de la côte, et même à Ouida, si vous voulez, à Vlekete notamment. Le chef de l'État sur le terrain, c'est nouveau. L'élection communale s'approche. Peut-être 2021 aussi n'est pas loin. Les gens y voient un changement de comportement, abus électoraliste. L'avis du consultant. Écoutez, je vais déjà viser là-dessus une fois. Et pour moi, je ne sais pas pourquoi ça les surprend. Est-ce que celui avec qui le chef d'État, c'est le garagiste? Est-ce que quelqu'un se plaint qu'il a dégagé les lieux? Non. Est-ce que ça a dérangé quelqu'un? Au contraire. 3 jours après, une de nos équipes est retournée. C'était beau. Très bien. Donc, alors, est-ce que quelqu'un peut se plaindre des sorties présidentielles? Bien au contraire. Tant qu'elle résolve des... Mais elle ne sert qu'à résoudre ces genres de situations. C'est vrai, le chef d'État n'est pas... Il sort en fait. Il sort très peu médiatisé. Le président n'est pas souvent médiatisé. Je pense qu'il a eu à dire qu'il venait d'arriver et qu'il faille du temps analyser, engager certaines actions. Il faut que les choses commencent par mûrir. Il a dit qu'on l'appelle à Gono en attendant de constater. Peut-être qu'il estime que c'est le début des constats. Peut-être qu'il estime qu'on est au temps où on peut commencer par constater les choses. Peut-être qu'il estime
que c'est plutôt la mi-temps. Le temps où ça fleurit peut-être et qu'il fallait encadrer, suivre pour que ça ne se gâte pas non plus. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Moi, je pense que le chef d'État n'a même plus besoin de sortir quand on regarde aujourd'hui l'environnement qu'il a mis en place. Qui aujourd'hui n'est pas convaincu de la réforme du système partisan? Regardez un peu l'activité politique des partis politiques le week-end, on va peut-être y revenir, mais regardez comment ça bouge le terrain. Vous vous rendez compte que la réforme du système partisan est déjà un succès. Un an après l'avoir été lancé, et quelques mois seulement après l'avoir recueilli tellement de critiques malveillantes, aujourd'hui, tout le monde est convaincu que la réforme du système partisan était nécessaire. C'était une réussite. Donc, ça, c'est à son actif. Les projets de développement, nos villes changent grâce à l'asphaltage, mais grâce à d'autres projets du PAG et du programme d'action du gouvernement. Au niveau du social, progressivement, ceux qui avaient craint la remise en cause de certains acquis sociaux se rendent compte qu'au contraire, il y a eu renforcement de ces acquis. Donc, quand vous regardez, c'est que le chef d'État a agi méthodiquement. Je pense que ces descentes récentes et sans doute futures s'inscrivent dans cette dynamique, à mon avis, du temps de l'action. Le temps d'aller constater soi-même, le temps du terrain. Il y a eu le temps de l'analyse, le temps de la mise en place du dispositif. Là, ça n'a pas pris de terrain. Les données sont là. Maintenant, il est fait que certaines choses sont mises en branle, sont mises en chantier. C'est le temps d'aller les constater. Et aller corriger des dysfonctionnements. Comme il en a déjà fait ici, comme il a fait à Briqueté. Donc, chaque sortie, ce n'est pas des visites de courtoisie. Ce n'est pas des visites mondaines. C'est des visites de travail. Il descend, il analyse, il écoute des explications, il donne des instructions. Et là, justement, une question. On l'a vu à Apapa et comme à Vlekete, le chef de l'État, bien au fait de ces chantiers, des chantiers gouvernementaux, si vous voulez, mais surtout aussi un chef de l'État qui réoriente, donne des consignes. A dit qu'il est trop exigeant par rapport à ses attentes ou c'est le mécanisme de contrôle. Je pense que sur le terrain, les choses ne sont pas nécessairement ce qui est attendu. Parfois, les entrepreneurs prennent les marchés et agissent différemment. Donc, c'est nécessaire d'aller les rappeler à l'ordre. C'est nécessaire de constater, de corriger. Peut-être pas nécessairement leur faute, peut-être il y a des réalités du terrain. Tout à fait. Et donc, non, écoutez, rien ne vaut le terrain de toute façon. Parce que le chef d'État reçoit nécessairement des rapports, il reçoit des comptes rendus, il reçoit un certain nombre mais quand lui il va, je pense qu'il revient avec une moisson meilleure. Et donc, ce que nous avons constaté, c'est justement que c'est mieux qu'il aille voir et qu'ils puissent réorienter comme. Ça ne veut pas dire que les ministres ne font pas leur travail, ils font leur travail. Mais l'œil du chef est différent, toujours différent. Toujours différent. Surtout quand le chef a du goût, si vous voulez, ça doit être encore plus différent. Alors, ce sont des sorties auxquelles peut-être il faudra s'attendre encore. Je pense qu'il va les multiplier. Je pense. Mais, connaissant le président de la République, peut-être que quand les élections locales vont poindre, il va les diminuer, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je pense que comme il y a beaucoup de chantiers, pour moi, comme il y a beaucoup de chantiers aujourd'hui qui sortent du terre, c'est normal qu'il aille pour faire opérer certains réglages, peut-être avant qu'il soit trop tard aussi. Donc, pour moi, ce n'est pas des sorties politiques, c'est plus des sorties normales de contrôle, de suivi et de réorientation besoin. Il ne faut pas attendre que ça se transforme en éléphant blanc avant de commencer par aller sur le terrain. Autant aller au fur et à mesure et corriger si on peut. Je pense que c'est dans cette dynamique. Il y a 2 ans, si le chef de l'État était sur le terrain, qu'est-ce qu'il allait constater? Pratiquement rien. Voilà. C'était le temps des études,
de boucler de certains financements. Donc, ce n'était pas la peine d'aller faire. Comme on est habitué à des pots de pierre qui ne donnent jamais rien, à des pots de pierre multipliés sur le même chantier, à des pierres qui sont envahies par l'herbe, la haute herbe. Non, je pense que je les ai préféré plutôt que les productions de terre. C'est une pratique différente. C'est son actif. Et donc, c'est à lui de voir. En tout cas, je suis sûr que si on demande que à qui ça gêne, c'est le niveau. Et c'est surtout pas moi. Donc, voilà. Qui multiplie ses sorties, je pense que c'est ne peut qu'être pour le bien de nos projets et donc pour le bien de nos populations et des villes. Donc, tant que cela va maintenir la continuité, à savoir pratiquement 0 éléphant blanc, oui, ça ne va gêner personne de toute façon. Oui. Et là, on en vient aux partis politiques qui semblent plus s'activer en ces temps. Vous devez l'avoir constaté. Mais il n'y a pas que les activités tranquilles de ces partis politiques. Les pics se multiplient, les incidents aussi. Est-ce que c'est le temps des querelles entre amis? C'est-à-dire le temps à cause des communales? Non mais attendez, c'est une évidence. C'est une évidence. C'est tellement évident que ils sont amis autour du chef de l'État. Ils soutiennent les projets de développement du président Patrice Talon. Mais eux ne sont pas des amis. Ils recherchent la même chose. Vous pensez que le BR est content d'être deuxième au Parlement? Non, je ne pense pas. Ils auraient voulu avoir le perçoit. Ils n'ont pas eu. Ils ne sont pas ennemis avec le président Bravonou. Mais ils auraient bien avoir le contrôle du Parlement. Mais vous pensez qu'ils s'émettent de la minorité parlementaire? C'est leur droit. Et vous pensez que l'UP a envie de lâcher? Eh bien, que dire de l'UDBN et de Moël qui talonne et le PRD qui est là? Ne parlons pas de l'opposition. Quand vous voyez que façon que LCB là s'est rangé, ceux qui criaient trahison, traître, là, vous avez vu comme vous les entendez encore? Les objectifs sont clairs. Ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de se taire, ils sont obligés de se taire pour pouvoir concourir à l'exercice des suffrages. Pour le FCB, pour leur permettre de compter dans certaines localités, pour leur permettre de préparer les autres échéances, pour leur permettre d'exister comme parti. Donc, dans cette analyse, il n'y a pas de parti ami. Ils sont amis, mais les partis ne peuvent pas être des amis. Parce que les alliances sont interdites désormais. Donc, vous êtes un parti, vous agissez pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Vous n'êtes plus amis. Vous êtes rivaux. Vous êtes concurrents. Et c'est ça que vous constatez sur le terrain maintenant. Donc le temps, ce temps-là, c'est que dans l'imaginaire de ceux qui étaient contre les réformes. C'est les mêmes, c'est les partis qui à moi, c'est les mêmes, c'est les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. C'est tout dit que c'est pas les mêmes. L'UP n'est pas BR, le BR n'est pas UDBN, l'UDBN n'est pas Moël, Moël n'est pas PRD. Donc, chacun existe. Alors, cela dit, des employants, il y en aura. Il y en aura entre les blocs, mais il y en aura à l'interne d'un bloc. À l'interne aussi. À l'interne, parce que justement, mais quand même, ils viennent d'ailleurs, non? C'est parce que on s'est retrouvé dans un grand parti aujourd'hui que nous ne gardons pas nos identités. Les identités sont là, tapis dans l'ombre. Et on analyse un peu le comportement de tel par rapport à tel. Voilà, donc. Mais tout ça, ça reste normal, hein, des empoignades à l'interne. Même à l'externe, on est dans la normalité de toutes les choses-là. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ça fait partie du jeu. Ça ne bouge pas. Ça peut se lire comme étant les tendances à l'interne même des partis. On appelle ça les courants, oui, absolument. C'est normal. Pourvu qu'ils ne soient pas régionalisés. C'est ça qu'on devait déplorer. Donc, les tendances à l'interne, oui, les courants, c'est autorisé. Mais parfois, les courants sont tellement opposés l'un à l'autre. On n'a pas encore ce cas au Bénin actuellement. Mais il y a des courants parfois qui ont posé les choses. Donc, disons que, juste là, on est là. Là où on a frôlé presque la normalité, c'est un peu,
Ce n'est pas au Parlement. J'allais en venir, mais puisque vous y êtes effectivement, des empoignades, on va dire, si vous voulez, petite querelle même entre membres du même bloc, même si on n'a pas les mêmes fonctions, ça aussi, il faut s'y attendre. Là, par contre, ça pose quand même un problème. Là, ça pose un problème surtout avec certaines déclarations qui sont totalement à l'encontre de nos valeurs. On ne peut pas avoir révisé la Constitution, notamment pour raison en griffe sexiste. Je mets en griffe, parce qu'entre autres raisons, il y avait la question du positionnement de la femme, la discrimination positive. Alors si on a accédé à cela, si on a concédé ça, il y a des propos qu'on ne doit pas dire. Que j'ai entendu au Parlement, qu'il y a quelque chose. On peut mettre ça sur le coup d'une erreur. C'est une faute. C'est une faute. C'est pas une erreur. C'est une faute. C'est des fautes dont certains doivent se départir. C'est des tendances libertaires. Dont certains doivent se départir. Même s'ils sont anciens au Parlement, même s'ils ont la connaissance du terrain, il faut qu'ils fassent l'effort de ne pas agacer leurs collègues. Il faut qu'ils fassent l'effort de ne pas blesser leur hôte. Il faut qu'ils fassent l'effort de ne pas envenimer le jeu. Ça appelle aux questions de discipline de groupe. Exact, il faut qu'ils fassent l'effort d'être disciplinés. Parce que c'est pas possible qu'on puisse dire certaines choses, même si on est député. Voilà. Même quand on a peut-être aussi raison. J'ai dit peut-être. Ce n'est pas possible de dire certaines choses. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas autorisé que certaines choses soient dites quand on est investi dans cette fonction de député. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas. C'est aller trop loin. Et donc, il faut peut-être que, je ne sais pas comment le règlement ou la discipline parlementaire gère chez nous normalement, même en dehors de l'hémicycle, le président de l'Assemblée peut les interpeller, doit pouvoir être en mesure de les interpeller. Là, je ne sais pas sûr que ce soit le cas aujourd'hui, mais il faudrait que quand des gens se livrent cette type de bataille, parfois devant les caméras, il faut bien qu'ils reviennent pour dire ce qui les oppose. Et même qu'il les prolonge à travers les conférences de presse. Voilà, donc ça pose un problème. Énormément, ça pose énormément de problèmes. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'il faudrait que, oui, les appareils, il y en aura. C'est normal que les gens ne soient pas tous d'accord. Mais il y a des limites. Il doit y avoir des limites, surtout pour raison d'éducation de la population. Il doit y avoir des limites. Pour raison de discipline, il doit y avoir des limites. Alors, ceci dit quand même, on aura ce qui s'annonce une très belle élection tant qu'il y a d'empoignades. Il y aura d'animation qui reste dans les limites des règles. Il y aura d'animation, donc attendons-nous un peu oui, ça va monter, le mercure va monter sans doute. Mais comme je l'ai dit, il y a les normes, il y a les repères, il y a des pistes, on ne peut pas les quitter, on ne peut pas les abandonner. Vous savez, ce n'est pas nous qui inventons ces choses-là. Et il faudrait que les gens sachent raison garder pour ne pas agacer, je l'ai dit également, les leurs, pour ne pas les mettre dans des positions difficiles, délicates, où faire marche arrière est difficile. Parce que ce qui est dit, vous savez, moi, je regarde le CBE, peut-être il peut faire calme pour aller aux élections. Mais les ressentiments sont encore là. Certaines choses ont été dites, c'est presque irréversible quand c'est dit. On est allé trop loin. Il faut faire attention. Voilà. Et l'autre chose également, c'est quand même voir les adhésions massives. Est-ce que tout ça, c'est réel? Vous qui avez observé le paysage politique, même si les choses ont changé, des adhésions aussi, des désistements, si vous voulez, des départs des partis, tous ces mouvements-là, est-ce que ce ne sont pas des mises en scène? Oui, tout à fait. Je voulais dire que la réforme du système partisan, elle, c'est un acquis. Après, ça va prendre du temps pour se solidifier. Vous voyez, comme il n'y a plus d'alliance, c'est normal que les gens adhèrent. Mais aussi facilement qu'ils adhèrent, ils sortiront de ces alliances, de ces partis, pour aller faire d'autres adhésions. Donc, je pense qu'à la pratique, on va voir un peu les contournements. Mais ça, là, les textes que nous avons au moins, le système au moins réformé, est de loin plus solide
que ce à quoi on a assisté. Cela dit, les nouveaux partis auront du temps pour s'acclimater à ça. Parce que le leader de telle localité pense que, en même en quittant tel parti pour aller à telle chose, parce que quelqu'un va dans cette population, c'est nous, c'est telle liste, la population irait. Donc, il y a encore ces failles, et c'est pour ça qu'il y a une sorte de réflexion des activités, il y a un regain d'activisme politique, c'est normal, donc à la veille des élections. Tout ça va s'ajuster sans doute après 26. Après l'élection de 2026, vous voulez dire? Exactement. Quand on aura terminé avec un cycle. Le cycle présidentiel du président Talon, on va voir des gens se repositionner politiquement. Mais au moins, une chose est sûre, et nous rassure, c'est qu'ils ont beau se positionner. Ils ont beau se positionner. C'est évident que la réforme est entrée dans les habitudes. Et c'est peut-être ça, le grand acquis qu'il faut regarder. Les autres choses vont se régler au fur et à mesure par le Parlement lui-même, par le temps, par le terrain. Voilà, s'il faut demander aux consultants politiques, on va dire, de dire sa conclusion comme une sentence pour cet entretien, pour ce rendez-vous. Non, ma conclusion irait à sa veille, dans la localité, pour inviter l'intelligentsia, les sachants, tous ceux qui savent qu'ils ont besoin, quand ils parlent, les populations les écoutent, de faire en sorte que nous quittions cette dynamique faite en guerre. Cette logique anti-civique, cette déjà anarchique, il faut que nous quittions ces affrontements contre l'État, contre la civilisation. Il faut qu'on quitte ces moments, ces endroits-là. Que ceux qui de près ou de loin concourent à faire établir l'ordre, continuent de faire leur travail. Le Bénin, il est un, c'est le nôtre, ce n'est pas pour les autres. Si on ne se met pas en ordre de bataille, rien ne se passera pour nous, pendant que le monde, lui, il avance. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Mafourican. Rappel pour finir, vous êtes consultant médias et communication, expert en gouvernance et expert électoral par ailleurs. Merci de cette présence jamais trahie de tous les dimanches. Merci beaucoup. C'est le plaisir pour moi. Amis téléspectateurs, gardez vos positions d'écoute. Juste après nous, le journal parlait de la mi-journée ce dimanche sur E-Télé. Le journal télévisé. Journal télévisé, si vous voulez. Merci beaucoup. Dans la semaine aussi, matin et soir, notre consultant sera là pour faire son travail de pédagogie. Explication donc de l'action gouvernementale. Merci à vous pour votre fidélité.